En Afrique, j'ai été au Sénégal, j'ai commencé au Sénégal, dans les forces françaises du Sénégal. Ensuite, j'ai été à Djibouti, j'étais dans une première expérience à Djibouti, j'ai fait 2 séjours en fait, j'ai passé 5 ans. La première expérience, j'étais garde nomade, dans la garde nomade djiboutienne. Et donc, mon travail consistait, j'étais le seul Français, il y avait 700 goumiers dans cette garde nomade. Mon travail, avec pour véhicule des chameaux, consistait à patrouiller aux frontières et à sécuriser, participer à la sécurisation des frontières entre Djibouti et la Somalie et l'Éthiopie, puisque l'Érythrée, c'était du temps de la guerre froide. Vous voyez si ça remonte. L'Érythrée, bien sûr, n'existait pas à ce moment-là. Ensuite, en Afrique, j'ai été à nouveau à Djibouti, commandé un régiment français. Il y avait des régiments qui existent d'ailleurs toujours, les derniers, on est. Et puis, j'ai été commandé les forces françaises dans l'océan Indien, à partir de la Réunion, avec un dossier particulier, dans la zone sud de l'océan Indien, avec un dossier particulier sur la SADC, la Southern African Development Community, donc l'Afrique australe, et la COI, la Commission de l'océan Indien, qui regroupe les États iliens, que sont Seychelles, Comores, Madagascar et Maurice, et la France, bien sûr, au travers de la Réunion. Et là, j'avais animé la coopération opérationnelle avec l'ensemble de ces pays. Ça m'a donné un regard qui est assez rare chez les militaires français, parce qu'on n'a pas l'occasion de travailler dans cette zone d'Afrique australe où historiquement la France n'a pas d'histoire partagée. Et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était très intéressant et j'ai appris beaucoup. Et puis, le dernier poste de terrain comme général que j'ai fait, c'était en Côte d'Ivoire, où j'ai commandé les forces françaises et l'opération Licorne, à un moment très particulier de la crise. C'était en 2007 et 2008. 2007, c'est la signature des accords de Ouagadougou. C'est le jour où les Ivoiriens du Nord et du Sud disent à la communauté internationale: arrêtez vos plans de paix qui ne marchent jamais, on s'empare du processus de paix et on va à la paix. Ils changent fondamentalement les choses, et donc j'ai vécu un mandat très particulier qui était sur le signe non pas de la coercition, mais de la restauration de confiance. Je vous en parle parce que ça a un rapport avec notre sujet. Et puis, voilà. En France, j'ai été conseiller Afrique du chef de l'état-major des armées et chef du bureau des relations internationales africaines, sur l'Afrique, à l'état-major des armées. J'ai ensuite été à l'état-major du particulier du président de la République, Jacques Chirac, de 2002 à 2005, où je m'occupais, un de mes sujets majeurs était la sécurité en Afrique, les dossiers de sécurité en Afrique. Et puis, j'ai terminé ma carrière au Quai d'Orsay comme directeur de la coopération de sécurité et de défense. Et donc, là aussi, c'est un peu lié à notre sujet, mais beaucoup d'expérience. Et puis, une fois que ça a été terminé, j'ai reçu un coup de fil des autorités ivoiriennes, de la présidence ivoirienne, de 10 ans. Voilà, vous connaissez assez bien ce pays, vous le suivez depuis 99, 2002, etc. Nous, on serait assez intéressés pour que vous vous impliquiez dans un dossier dans lequel on n'arrive pas à sortir. C'est le désarmement, la démobilisation, la réintégration des 70 000 ex-combattants qui sont dans tout le pays, qui sèment encore beaucoup de désordre, on n'arrive pas à... Voilà. Et donc, j'ai accepté, sous certaines conditions dont je vous parlerai tout à l'heure, et j'y suis resté de 2013 à 2016, bien m'en a pris, parce que pour la première fois, ce DDR a fonctionné. Il est au cœur de ce que je vais vous dire tout à l'heure. Et puis, je suis rentré chez moi en 2016, et là, j'ai commencé à recevoir des coups de fil d'autres autorités africaines, des ministres, qui me disaient, voilà, on a rencontré, le président Ouattara nous a parlé de son dossier de DDR, etc. Est-ce que vous auriez une solution pour nous? Ça m'a donné le plaisir d'aller, entre autres, chez mon ami au Tchad. Voilà. Et je tournais de pays en pays comme ça pour faire part de mon expérience et puis essayer de... Et je me suis lancé dans ce combat extrêmement difficile de l'insertion sociale et économique des jeunes un peu défavorisés en Afrique. J'en ai fait non pas une expertise, je ne suis pas expert, mais voilà. Et voilà, j'en suis toujours là. Et donc je vais vous parler maintenant de... Très bien, merci pour la présentation complète. C'est toujours
gratifiant que les sujets soient abordés par des gens qui font, qu'on sorte de cette théorie. Souvent on parle de l'Afrique, surtout à Paris. Beaucoup d'experts de Paris de l'Afrique connaissent Charles de Gaulle, mais ils ne sont pas allés beaucoup. Et en tout cas, merci de cette présentation. Maintenant, le sujet, c'est: pensez-vous que l'informel soit une chance pour l'Afrique? C'est la réponse déjà. À propos de l'action, un de nos anciens disait: la joie de l'âme est dans l'action. Hein. N'oublions pas. Je vais donc évoquer un sujet délicat qui est l'informel. Et je voudrais prendre quelques précautions de langage avant de démarrer. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne viens pas ici, je ne parle pas aux gens pour donner des leçons. C'est pas mon truc, c'est pas mon but. Et j'aborderai ce sujet avec beaucoup de prudence et surtout beaucoup d'humilité. En plus, je ne suis pas légitime sur ce sujet. D'abord, je ne suis pas un expert de l'emploi. Moi, on m'a appris à faire la guerre. Et finalement, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus difficile de réussir la paix, parce que j'ai beaucoup plus travaillé là-dedans que dans le premier volet. Et puis ensuite, deuxième raison, c'est parce que c'est une affaire africaine, qui ne regarde que les Africains, et c'est à eux, à mon sens, de se prendre en main pour régler cette question qui est, à mon avis, fondamentale. Je tourne encore beaucoup en Afrique, comme vous l'avez compris, mais en petit, en anonyme, et je regarde dans les rues. Voilà. J'allais dans le... Je me souviens qu'en Côte d'Ivoire, où j'ai passé pas mal de temps, dans la Guinée, vous voyez, les vieux sages disaient: l'étranger ne connaît jamais les chemins qui passent sous les calebasses. C'est tellement vrai. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est un sujet... On peut mettre la première planche? J'ai mis ce titre en provocation. C'est un sujet vital, vraiment vital, je vous le disais. Et puis, je suis toujours stupéfié de voir avec quel mépris on regarde ça, avec quel mépris on le considère. C'est comme ça, on y reviendra. Et les circonstances ont fait que j'ai dû travailler sur l'informel, j'ai dû m'appuyer sur l'informel pour résoudre les problèmes de paix, pour essayer de gagner la paix, ici ou là, quand on m'envoyait. Alors vous avez compris, avec ce que je viens de vous dire, que je ne suis pas un théoricien de l'informel ou un théoricien de ces choses-là. Moi, je suis un praticien. Ce que je raconte, ce que je dis, je l'ai vécu, je l'ai fait. C'est tout, c'est ma seule force, et c'est finalement ma seule légitimité. Avant d'aller plus loin, on va un petit peu parler de ce qu'est peut-être d'abord ce que n'est pas l'informel. Qu'est-ce que j'appelle l'informel? Enfin, celui dont je vais vous parler, moi. L'informel, pas l'informel de ceux qui ne règlent pas les problèmes de douane et qui s'arrangent à... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du tout ça qui m'intéresse, c'est pas ça. Moi, je vous parle de l'informel toléré. De l'informel, pas licite, mais de l'informel toléré, de celui de la débrouille, celui des rues, celui des gens qui n'ont pas d'autre choix que ça à faire et dont le souci, c'est dans la journée de gagner le petit pécule qui va permettre de faire manger la famille le soir. C'est ça, je vous parle. Et ce qui est stupéfiant, c'est que quand on regarde, parce que j'ai dû le faire, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, le taux que représente cet informel dans l'activité économique des pays d'Afrique, c'est absolument stupéfiant, parce que tout le monde le sait. On est entre 80 et 90%. 80 et 90% d'informel. Ça veut dire que ce qu'on voit, les Bouygues, Bolloré, les entreprises d'État, etc., c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est 10%, 10, 15%, 20% peut-être pour le mieux. Voilà. Curieusement, l'État laisse faire. Il a un peu honte. C'est pas du mépris, c'est du laisse faire, et puis pas toujours. Il laisse pas toujours faire. Combien de fois j'ai vu le matin dans les capitales, tout d'un coup, très tôt le matin, des bulles de verre se mettent en place et virer des trottoirs, tous les étages, bousculer pour redonner un petit peu place nette dans ces grandes artères. Et moi j'ai vu des gens que je connaissais, avec qui je travaillais, qui ont tout perdu. Ils perdent tout à ce moment-là. Voilà, je suis toujours stupéfait c'est une réalité, et plus qu'une réalité, et voilà.
voilà, c'est une faiblesse, bien sûr, pour l'État. Et alors, moi, ce que je voudrais vous faire partager, c'est cette idée que, un peu comme au judo, profiter de cette force négative pour la transformer en faire une force positive. Et ça demande, bien sûr, c'est pas aussi facile que ça demande, mais c'est pas aussi difficile que ça. Et ça demande, bien sûr, quelques conditions. Pour vous en parler, trois parties. La première partie qui va être assez longue, c'est le fruit de l'expérience vécue. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience avec l'informel, ce que j'en ai fait, pourquoi je l'ai fait. Ensuite, le défi de l'informel, comment faire. Je n'aurai pas l'outrecuidance de vous dire comment est-ce qu'on fait ça. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je vous dirai comment j'ai fait. Et puis, enfin, je vais vous faire réfléchir sur la nécessité vitale. La nécessité vitale que ça représente pour l'État, et que finalement, si il s'appropriait la question à sa juste mesure, eh ben, il pourrait transformer pas mal de choses. Alors, je vais vous faire un témoignage, et il va être centré sur ces différentes expériences. D'abord, il y a 20 ans exactement, en 2005, j'étais commandant supérieur des forces françaises dans l'océan Indien, et je vais à Madagascar, je rencontre le président Ravaloman, et voilà, et il m'interpelle et il me dit, voilà, moi j'ai une armée qui me coûte cher, ils sont dans les casernes, ça tourne en rond, vous savez, nous on n'a pas d'ennemis, ils font pas grand chose, et j'ai des jeunes qui désertent les rizières, qui s'accumulent dans les villes, qui font des taudis, etc. Et si un jour vous avez une bonne idée autour de ça, moi je suis preneur. Alors, on n'avait pas très bien compris, d'un côté l'armée, est-ce qu'il fallait engager l'armée bon. Et puis je suis rentré à La Réunion, et il se trouve qu'à La Réunion, je commandais dans mon dispositif, j'avais à La Réunion et à Mayotte un régiment de service militaire adapté. Le service militaire adapté, c'est quoi? C'est, on propose à des jeunes qui sont en situation d'échec. Le critère de sélection, c'est l'échec. On leur propose de faire une expérience particulière, une espèce de deuxième chance, de d'acquérir le savoir-faire d'un métier qu'ils ont choisi, à une condition, c'est qu'ils le font dans des conditions particulières. Les conditions particulières étant la rigueur militaire. Non pas pour en faire des soldats, la rigueur militaire pour apprendre, pour réapprendre un peu à s'insérer, pour réapprendre à vivre, pour réapprendre à vivre ensemble, pour réapprendre, et puis pour apprendre leur métier et pouvoir le délivrer. Et il se trouve que les résultats de ces deux régiments, donc à Mayotte, tant à Mayotte que La Réunion, sont stupéfiants. Je prends le présent parce que c'est toujours le cas. Le taux mesuré 2 ans après la sortie du service militaire adapté, de l'insertion des jeunes, est encore de 85%. Autant dire que ça veut dire que les jeunes, au moins pour 85% d'entre eux, c'est quasiment nul. Or, c'est la population la plus difficile. Donc j'ai été voir les chefs d'entreprise, les patrons de société, ils ont dit, je ne comprends pas, c'est le plus difficile, et ça semble être laid. Et bien, nous, c'est très simple. Quand on a un problème d'emploi, enfin, quand on cherche une candidature, on fait appel donc à la candidature, et la pile de dossiers qu'on a, on la classe en deux tas. Ceux qui ont fait le SMA et ceux qui n'ont pas fait. Ceux qui n'ont pas fait, on prend la pile du SMA. D'abord, pourquoi? Parce que là, derrière chaque dossier, il y a un jeune qui a envie de travailler, qui connaît, d'abord qui va nous dire bonjour, qui a le sourire aux lèvres tout le temps, qui a envie de travailler, qui connaît bien son métier, qui ne posera aucun problème, et pour nous, ça vaut le jour. Et donc je me suis dit, bah, tiens, peut-être qu'il y a une bonne idée. Et je suis retourné à Madagascar voir le chef d'état-major des armées que je connaissais, qui était un ami, et il lui dit, voilà, on pourrait peut-être monter une espèce de service militaire d'aide au développement à base de tout ça, etc. Donc on monte le concept, basé sur ce qu'on faisait à La Réunion, à Mayotte, mais avec les moyens locaux, bien évidemment. Hein. Et puis on présente ça au président Ravaloman qui dit carte blanche. Et puis je vais à l'Union européenne avec mon ami le chef d'état-major, et là, l'Union européenne me dit, mais vous êtes un chevalier blanc, vous allez sauver Madagascar. Et donc j'ai compris qu'on n'aurait pas. Et donc je suis rentré un peu dépité à l'île de La Réunion. Et là,
je suis tombé sur le patron de la région Réunion, qui était M. Vergès, le frère jumeau de l'avocat. C'est bien, et donc Vergès m'a dit, mais vous savez les liens viscéraux qu'on a entre la Réunion et Madagascar. Moi, je dois être à l'origine de votre projet parce que j'y crois. C'est la région qui va financer la première année de votre projet. Et là, on repart à Madagascar et on commence. On commence à former un centre, on ouvre un centre des métiers urbains à côté de Tananarive, un centre des métiers de la richiculture, puisque Madagascar, c'est 80% de l'activité agricole. Et puis, très rapidement, on commence l'aventure, et puis on invite l'Union européenne, qui tombe stupéfait, voir que ça marchait, que la mayonnaise semblait prendre, etc. Et donc il décide d'inscrire le service, et qui nous dit, comme quoi, à quoi ça tient. Il nous dit, le service militaire de développement, bon, c'est très très bien ce que vous avez fait, mais on peut pas. Donc 15 jours après, on change le titre, on met service national d'aide au développement. Et là, l'Union européenne prend. Pour vous dire que parfois, un mot arrive à décliquer le problème. Et voilà, et donc il accepte et ça marche, et c'est inscrit au 9e ou 10e Fonds européen de développement, vous savez, des plans quinquennaux, donc ça voulait dire que le service national d'aide au développement à l'égage, il était sur les fonds fiscaux, enfin, au moins sur le plan du budget, il n'y avait plus aucun problème de budget, puisque c'était assuré. Et ça, c'était en 2006, 2007, donc on commence, 2007, 2008, on poursuit, et puis moi je parle à d'autres aventures, on me demande d'aller en Côte d'Ivoire pour commander, donc mon successeur reprend la suite. Malheureusement, 2009 arrive, crise politique à Madagascar, et l'Union européenne suspend, bien sûr, le projet a continué avec des moyens malgaches, donc à bas bruit, j'allais dire. Mais moi, j'en ai retiré quoi? Sous certaines conditions, avec de la volonté, avec de l'énergie, ça peut marcher. Et j'arrive en Côte d'Ivoire, dans les contextes que je vous disais, où là, il s'agit de faire non pas de la coercition, mais de la restauration de la paix. Le Nord et le Sud avaient accepté de faire la paix, et donc il fallait les prendre. Alors, en tout cas, ils avaient signé quelque chose, et c'était assez curieux. Le président était le président Gbagbo, le Premier ministre était le chef des rebelles, enfin le chef politique des rebelles, Guillaume Soro. Chacun était dans son camp, chacun était encore dans son camp. Il n'était pas question, il y avait encore cette ligne de confiance qu'on avait appelée, j'ai jamais compris pourquoi on l'avait appelée ligne de confiance, alors que c'était une ligne de défiance. À partir de là, on se regardait. Voilà. Et donc, ça a été. J'ai eu la chance d'avoir les généraux qui étaient là à ce moment-là. Le général qui commandait l'ONUCI était le général Amoussou, un ami béninois. Le général Bakayoko commandait les forces nouvelles. Il aurait d'ailleurs pu être là ce soir, il aurait pu vous dire la véracité de ce que je suis en train de vous dire. Et puis le général Mangou était chef d'état-major des armées ivoiriennes au sud. Et avec en bonne intelligence, on a commencé à faire une réunion par semaine où on se voyait, ce qui a étonné l'ONU. Et la mayonnaise a commencé à prendre, mais surtout avec le général Bakayoko et avec un des chefs rebelles que je connaissais bien, un des comzones qui s'appelle Chérif Ousmane, qui est aujourd'hui chef d'état-major de l'armée de terre. Mais à ce moment-là, il était on l'appelait Papa Guépard. Il commandait les guépards dans la région de Bouaké. Et je lui dis, bon, tu vois bien que c'est la fin de la récréation, ça va être la paix. Donc ces petits là que tu as avec toi, maintenant il faut que tu leur rendes, il faut les aider à se. Il me dit, mais oui, il faut les aider à se réinsérer, bien sûr, ok, on y va. Et donc on a créé des espèces de micro-projets. On s'est dit, ces gens-là, ils sont prêts dans leur tête, il faut vite les. D'abord parce qu'ils n'étaient pas très jeunes, les ex-combattants, on en avait de 40, 50 ans. Il fallait surtout les remettre dans le circuit économique, quoi. Et donc, on décide de faire, il y a des prêts dans leur tête, pas de problème, on décide de faire un premier projet avec 15 ex-combattants qui voulaient monter une ferme d'élevage de poulets. Donc on monte la ferme, on réhabilite une structure, on achète les poulets,
fou, 5 000 $. Les types posent leur Kalachnikov, tout un cérémonial, et au bout du compte, ils montent leur affaire, 5 000 $ à peu près. Au bout de 3 mois, je peux vous dire que c'était méconnaissable. On n'avait pas personne n'aurait pu imaginer que ces gars-là étaient des combattants. Et puis on a pris au même moment une quinzaine de femmes ex-combattantes. Il y en avait beaucoup, il y en avait 6 000 dans les forces nouvelles, il y avait 6 000 femmes. On a pris donc une quinzaine de femmes qui voulaient faire de la tiéké, la semoule de manioc, acheter des concasseuses, elles étaient installées à Boité, et puis là aussi, la mayonnaise a pris tout de suite, ça a très bien marché. Au point qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je tiens à le souligner, s'il y a peut-être des gens qui habitent Boaké, mais c'est une des plus grosses entreprises de Boaké. Aujourd'hui, elles sont plus 15, elles sont 150, elles vendent leur atiéké dans les pays voisins. Et puis on a pris encore une quinzaine d'ex-combattants qui voulaient monter un maquis, donc un restaurant, dans lequel, bien sûr, on servait du poulet et de la tiéké. Et donc on avait mis en synergie les trois trucs, et chou. Du coup, en l'espace de 3 mois, 50 ex-combattants sont sortis du truc, ont une activité économique décente, et arrivent à vivre de leur truc, et puis oublient surtout tout ça. Et puis, moi je rentre un jour à Abidjan, le représentant spécial des Nations Unies m'appelle et me dit, mais je viens de voir un reportage à la RCI, à la RTI, c'est quoi que vous faites? Vous êtes en train de faire mon boulot? Vous êtes en train de faire le DDR? Et je ne fais pas le DDR, moi je fais de la restauration de confiance, j'essaie d'avancer, etc. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous invite au restaurant à Boaké, on prend un hélico, on va à Boaké, et j'invite au restaurant. Et je lui dis, vous voyez, cette dame-là qui est un peu la gérante et ben, il y a 3 mois, elle était sur tel checkpoint. Son tarif de raquette, c'était tant. Lui, le cuisinier là que vous voyez, lui, il était à tel endroit. Il est tombé les nues, à la fin du repas, il m'a dit, alors attendez, si je comprends bien, et je raconte les trois micro-projets en synergie, il dit, si je comprends bien, 10 à 15 combattants par projet, 5 000 $ à peu près par projet. Donc moi, si je vous trouve 5 millions de $, vous faites 1000 micro-projets. Ben oui, oui, c'est mathématique, mais oui. Il dit, bah, écoutez, moi, le représentant spécial des Nations Unies, c'était à ce moment-là M. Choi. M. Choi qui était déjà l'adjoint très grand ami de Ban Ki-moon. Ça aide quand on demande des financements. Et donc, il est parti aux Nations Unies et il m'a dit, vous montez les 1000 dossiers. J'en ai monté 300. Il me restait 2 mois de commandement à faire. J'en ai monté 300 et j'ai laissé mon successeur faire la suite. J'estimais qu'il fallait 6 mois pour monter l'ensemble des dossiers et 2 ans pour mettre en œuvre, régler cette question-là, à partir du moment où on avait une bonne machine de coordination. Et puis moi, j'ai continué mes fonctions ailleurs, bien sûr. Voilà. Et je reçois quelques mois après un coup de téléphone de M. Choi, qui me dit, mon général, le dossier 1000 micro-projets pour les ex-combattants, ça marche trop bien, donc on arrête. Ah bon? Oui, on arrête. Pourquoi? Parce que le président Gbagbo, il ne veut pas aller aux élections parce qu'il y a encore une force rebelle. Guillaume Soro, son épine dorsale, c'est les forces nouvelles. Sans les forces nouvelles, il n'y a rien. Et puis chacun des zones, les Ouattao, les Sheriff Ousmane, etc., et ben, eux, c'est à ce moment-là, comme ils avaient mis le pays en coupe réglée, enfin les zones dans lesquelles il était en coupe réglée, Ouattao, il gagnait 100 millions de francs CFA par mois. Par mois. 100 millions de francs CFA. Vous voyez ce que ça donne? Par terreur. Parce que je ne sais pas comment il est, vous lui demanderez, il ne faut pas plus. Voilà, et donc, il me dit, voilà, ça n'arrange personne. Au rythme où on risque d'aller, il y a 10 000 à 15 000 ex-combattants qui pour être délaissés, mais ça n'arrange personne, on ne peut pas. Je sais que c'est la bonne solution, mais le temps n'est pas venu. Il faut avoir une période de paix plus affirmée. En tout cas, le temps n'est pas venu. Bon, très bien. Mais moi, j'ai encore l'idée que cette histoire de micro-projet, bien pensée, dans certaines conditions, a
avec quelques impératifs, et bien là aussi ça pouvait marcher. Ensuite, et puis j'arrive à la direction de la coopération de sécurité et de défense, et donc là j'avais pour mission de coopérer, et notamment 80% de l'action de cette direction PRC est tournée vers les pays d'Afrique, avait été tournée à ce moment-là vers les pays d'Afrique. Et il m'arrive deux dossiers majeurs, qui sont nés en 2010 à ce moment-là, fin 2010, c'est la Côte d'Ivoire, arrivée du président Ouattara, une ère nouvelle, la paix en Côte d'Ivoire, la vraie paix, peut-être que les temps nouveaux sont arrivés. Et deuxième dossier, la Guinée, où le président Alpha Condé fait appel à la France. Moi j'y vais avec le ministre de la coopération de l'époque, qui était M. Henri Drincourt, et j'allais dire, il nous confie les clés, on nous demande de rebâtir le système sécuritaire selon le système que vous connaissez. Voilà. Et donc, très rapidement, je me dis, moi j'avais gardé cette idée des services civiques en me disant, mais peut-être que ce service civique, ça peut intéresser d'autres pays africains. Et au titre de la reconstruction, je propose au président Alpha Condé de faire ça. C'est aujourd'hui la SCAD, ça a 10 ans. Je suis membre du conseil d'administration. Merci, ça vous pourrez témoigner. Ça a 12 ans d'expérience. C'est aujourd'hui un petit bijou. En termes de coopération, c'est le seul projet que le général Doumbouya ait conservé. Il marche remarquablement selon le système qu'il avait pris à Madagascar. Et il sort des jeunes, c'est nickel, vraiment. Et puis en Côte d'Ivoire, c'est là que je peux mesurer qu'il fallait des conditions, notamment la volonté politique. Le président Ouattara, je n'ai pas senti une vraie j'ai dit oui, c'est intéressant, mais c'est probablement trop tôt, on n'est pas prêt, on n'est pas. Bon. On a quand même créé, on m'a demandé de créer les prémices, on a fait, mais surtout, j'ai multiplié cette expérience dans d'autres pays africains, au Togo, à Djibouti, à Madagascar, c'est déjà fait, au Burundi, en Tunisie, dans une douzaine de pays. On a pu, en 2013, au moment où je quittais mes fonctions, faire un sommet à l'UA sur le service civique d'aide au développement, dans lequel tous ces pays-là, il y avait une quinzaine de pays qui étaient invités. Le sommet était présidé par Ramtan Lamamra, qui était à ce moment-là, il devait être, il était président, il était conseil, voilà, il était, merci, il était au conseil paix et sécurité, il était le directeur, le secrétaire général, je sais pas comment on appelle ça, voilà. Et donc, vraiment, l'idée, c'était à ce moment-là, de créer un bureau à l'Union africaine, dans le Conseil de paix et de sécurité, sur cette idée-là. Voilà. Et donc, là où j'ai compris qu'il y avait vraiment un besoin et qu'il fallait poursuivre là-dedans. RCI, Côte d'Ivoire et ADDR. Et voilà le gros morceau. J'arrive donc en 2013, je termine ma carrière, je reçois ce fameux coup de fil et on me demande de m'impliquer, on propose de m'impliquer dans le DDR des 70 000 ex-combattants qui sommaient un petit peu la terre. 74 000 exactement, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'entre-temps, 4 000 étaient morts. Enfin, ou introuvable. 70 000 ex-combattants. Et donc, j'arrive là-bas et je dis, moi je veux bien, à une condition, c'est que ce soit un DDR ivoirien. Alors on me regarde avec de grands yeux, on a eu une réunion avec le président Ouattara et Fidel Sarasoro. Fidel Sarasoro était le directeur de la DDR, et il était en même temps chef du Conseil de sécurité nationale. Il n'était pas encore directeur de cabinet du président, ce qu'il est aujourd'hui. Il me dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, bah, si on prend les dossiers de l'ONU sur le DDR dans la pile, dans le bureau que je connais bien à New York, et qu'on amène ça, et puis qu'on applique, et ben ça fera le 30e DDR de plus, qui sera un échec en Côte d'Ivoire. Et moi, je ne suis pas là pour épouser l'échec. Ça ne m'intéresse pas. En revanche, si c'est un processus ivoirien, si c'est votre processus, et que vous demandez non pas de vous faire imposer une solution, mais de vous faire accompagner par les Nations Unies sur votre solution, là, je suis votre homme. Je me dis, mais oui, on va faire comme ça, puisque vous n'avez pas très bien. Et la première des choses que je propose, c'est, je dis, mais les ex-combattants de Côte d'Ivoire, ils ont passé 10 ans en rousse, avec une Kalachnikov, avec une Kalachnikov dans les bras. Vous imaginez ce qu'on peut faire. Ils n'étaient pas payés.
travailler sur les esprits, sur les têtes, et moi je propose un espèce de sas qui va casser un petit peu, qui va faire prendre conscience, merci beaucoup, et de créer des centres, comment on appelle ça, des centres de resocialisation. 5 camps complètement noyés dans la brousse, loin de tout, dans lesquels, qu'à chaque capacité, 1000 jeunes, enfin 1000 ex-combattants par camp. Avant d'y entrer, on pose son portable, on est complètement déconnecté de tout, encadré par des gendarmes, vous l'avez formé, des gendarmes ivoiriens, tout ça. Il y avait la machine à DDR, c'était 300 Ivoiriens et un Français. Et là-dedans, pendant ce mois, qu'est-ce qui veut d'abord, on mettait les gens du Nord et les gens du Sud, qui tout d'un coup se retrouvaient dans ce centre. Vous voyez qu'au début c'était chaud. Et là, on y faisait d'abord, on faisait réfléchir un petit peu l'ex-combattant à ceux qui y avaient fait. On avait des psychologues avec nous, on avait des gens quand même du métier pour nous aider à faire ça. On faisait beaucoup de cohésion, beaucoup de vous savez, c'est pas très difficile. Vous faites un match de foot. Et une équipe, vous mettez, dans une équipe de 11, vous mettez 6 gars du Nord, 5 du Sud. Et vous faites la même chose dans l'autre équipe et vous les mettez ensemble. Au bout de 3 minutes, ils ne savent plus où ils sont. Et vous avez 2 équipes qui se... Et donc par des processus comme ça, en les faisant réfléchir, et puis surtout en leur passant le message et en leur disant mais ton avenir ne s'arrête pas là, la Côte d'Ivoire t'attend, la Côte d'Ivoire a un projet pour toi, et donc c'est à toi de l'exprimer, et on va t'aider, etc. Et donc on monte ce dossier-là, on n'avait pas encore joué, et je le présente, on me demande de le présenter, à tous les mois on avait une réunion des bailleurs et des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, donc au niveau PNUD, ONUCI, Union Européenne, AFD, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, je présente le concept de resocialisation. Et là, j'observe juste un silence de cathédrale. Personne ne dit rien, pas de mots, rien. Et puis je sors de la salle, et là, on me tombe dessus, tous ces gens-là me tombent dessus, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que tu allé nous inventer resocialisation? Comme de resocialisation, mais on n'a jamais fait ça dans le DDR, pas question, donc on ne met pas les pieds là-dedans, on ne finance pas. Or, sans financement, on ne marchait pas, hein, parce que 5000 jeunes, dans les 5 ans, qu'il fallait loger, nourrir, habiller, soigner, accompagner, enfin, et puis il y avait les intervenants qu'on prenait, qui intervenaient, voilà. Et donc, c'est là qu'on allait revoir l'autorité ivoirienne en lui disant, vous voyez, le processus ivoirien, c'est ça. On n'accepte pas le processus, on considère que, et donc on explique au président Ouattara, on lui explique la nécessité de faire ça, parce que les gens ont vécu un tel histoire qu'on ne peut pas les remettre comme ça sans prendre des précautions, ils ont fait attention. Et le président Ouattara dit, il ne va pas payer, et bien c'est nous qui avons payé, c'est la Côte d'Ivoire, c'est un processus ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire qui va payer. Et hop, on a commencé. Au bout de 3 mois, après avoir un peu rodé notre truc, et surtout à la fin d'une période où les ex-combattants allaient sortir, on invite l'Union Européenne, on invite la FD, l'ONU, le PNUD, etc. à voir. Et là, ils tombent sur des ex-combattants, il y a des photos pour ça, qui témoignent que je ne dis pas de bêtises. Et là, ils voient des combattants, enfin des ex-combattants, sous et jusque-là, heureux de vivre, et puis surtout ils semblaient très confiants dans leur avenir. Et en fait, ce qu'on arrive à créer là-dedans, c'est extrêmement important quand on travaille sur l'informel, c'est la confiance en soi. Et les gens qui étaient sensibilisés, qui savaient que le train qu'ils allaient prendre après, puisque la véritable période de DDR a commencé après, dans la socialisation, ils savaient qu'on allait, que c'était le train c'était la chance de leur vie, et qu'il ne fallait pas rater le train, qu'il fallait y aller. Et voilà. Et donc, ils sont tombés stupéfaits, et ils ont dit, ok, d'accord, on s'est trompé, on finance. Et hop, c'est parti. 6 mois après, quand l'Union Européenne faisait visiter à des autorités de l'Union Européenne les camps de resocialisation, on avait l'impression que c'était eux qui avaient tout créé. Peu importe, l'important c'était que ça marche. Voilà. La deuxième
Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? D'abord, moi, très naïvement, j'avais beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire, notamment dans la diaspora française, dans la communauté française. Et donc j'ai été voir mon pote de Bolloré, chez Bolloré, de Bouygues, de Castel, de KPMG. J'ai dit combien tu vas m'en prendre, l'ex-combattant. Il dit mais tu rigoles ou quoi? Et nous, Bolloré, Côte d'Ivoire, on embauche pour une quinzaine, une vingtaine de personnes par an. Et puis on ne peut pas prendre des types, il nous faut des techniciens. J'ai surtout compris ce jour-là qu'on ne pouvait pas compter sur, beaucoup, compter sur le monde civil pour arriver à nos fins, et qu'il fallait trouver autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à étudier un petit peu. La réalité de l'activité économique, et je me suis rendu compte que c'était l'informel. Mais du coup, je me suis rendu compte aussi des dégâts de l'informel, c'est qu'on met les gens dans la précarité et qu'on passe de la précarité à la misère en 2-3 grands mouvements. La femme accouche, ça se passe mal, on la met à l'hôpital, et puis ça y est, il faut sortir une somme d'argent, c'est terminé. Tout le monde se retrouve sur le trottoir. Donc c'était pas décent. Et donc on avait une équation infernale à résoudre. On ne peut pas décemment mettre des gens dans l'informel. Premier terme de l'équation, deuxième terme de l'équation, on ne peut pas échapper à l'informel en Côte d'Ivoire à ce moment-là, dans le contexte qu'on était. Comment on fait? Eh bien, on prend l'informel, on essaie de travailler. Et on a essayé de trouver des outils, non pas pourquoi je veux pas tomber dans le faire de l'informel du formel, parce que c'est pas du formel. Ça restera toujours de l'informel. Il faut changer le regard, il faut changer ce mépris, cette connotation de mépris qu'on a là-dessus. Ça restera de l'informel. Mais il faut lui donner un autre visage. Et donc faire en sorte que, en le renforçant par des outils, donc il fallait trouver des outils pour transformer ça. Le premier outil qu'on a utilisé, c'est la bancarisation. Quasi tous n'étaient pas bancarisés, pas du tout. Et on a assorti cette bancarisation d'une pédagogie de gestion de compte. Avec, tu vas recevoir un pécule régulier, donc avec ça tu peux économiser à un moment parce que tu as un projet personnel, tu vas te concentrer, investir. Et on s'apercevait que dans la tête de ces gens-là, c'était fragile, mais on mettait une petite graine et qu'ils commençaient à comprendre qu'on pouvait mettre de son destin économique. Et donc ça crée quelque chose d'intéressant. Deuxième outil qu'on a mis en place, c'est une formation reconnue par les ministères. Ça ne veut pas dire que la formation était évaluée, pas du tout. Et on avait un panel de formateurs qui nous permettait d'arriver à répondre à tous les petits métiers qui étaient demandés, avec des métiers inimaginables, j'en parlerai tout à l'heure. Incroyable. Et donc, une formation reconnue, l'État ivoirien, enfin, les ministères ont dû légiférer pour faire reconnaître des milliers de formations, des types de formations. Voilà. Et l'ex-combattant qui me disait, mais attends, moi j'ai pas besoin de formation, je suis mécanicien de rue depuis... ok, donc tu connais, très bien, tu vas juste passer l'examen final et puis on te donnera, puis finalement quand il se retrouve avec son diplôme de mécanicien reconnu par le ministère qui va bien, il était quand même assez fier. Troisième outil qu'on a mis en place, c'est qu'on a fait inscrire pour 1000 francs CFA par an que payait l'ex-combattant, on a fait inscrire l'activité économique qu'il pratiquait à la Chambre des métiers. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est une taxe qui est versée à l'État. Donc là, vous avez déjà une reconnaissance par l'État. L'État reconnaît l'individu, reconnaît l'activité, reconnaît le lieu où se trouve l'activité. Là, c'est extrêmement important. Ensuite, ça peut donner des idées un peu particulières. Je reviens à Bouaké. Un jour, j'étais à Bouaké et je vois le maire de Bouaké, qui était à ce moment-là Nicolas Gibault, que certains doivent connaître, et à qui je lui dis, bah, on a 200 ex-combattants là, qui on a formés comme mécaniciens, ils reviennent ici à Bouaké parce qu'ils sont originaires de chez vous, et attends, mais 200 d'un coup mécaniciens, là, ça me donne des idées. J'ai des terrains à l'ouest de la ville, j'ai cadastré ça, je vais mettre
axes, enfin je vais créer des axes, faire venir l'eau et l'électricité, on va créer le quartier des mécaniciens, on va les installer là. Allez aujourd'hui à Boisquet, demandez le quartier des mécaniciens, il est à l'ouest de la ville, il vient de là. Et donc ça peut donner en plus des idées ici. Voilà. Quatrième outil qu'on a mis en place avec pour 1000 francs CFA par mois que paye l'ex-combattant, on les a inscrits à l'assurance maladie universelle. 80% des dépenses de santé sont prises en charge pour l'individu, lui et sa famille. Quand on sait le poids que ça représente dans l'économie des familles, c'est énorme. Et puis on a mis tout ça en boucle. Et finalement, au départ, vous avez une activité informelle, à la fin, vous avez une activité qui est génératrice de revenus, qui permet de faire vivre, on n'est pas milliardaire, dignement une famille, elle est reconnue par l'État, elle est valorisée pour l'individu, elle est sécurisée pour la famille. Vous changez tout. Vraiment, vous changez tout. Je parlais tout à l'heure je vais revenir d'ailleurs sur l'assurance maladie universelle, parce que depuis, on a beaucoup progressé. Il y a un ex-combattant qui avait inventé le métier de courtier en piment. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Le gars, il avait remarqué que le piment au Ghana, au Libéria, c'était très prisé. Or, on fait poser beaucoup de piment, toujours dans la région de Boaké. C'est là où il y a beaucoup d'ex-combattants. Le gars, donc, il allait récupérer les piments chez les producteurs, il faisait sécher ça sur des grandes dalles de béton, il mettait ça dans des grands sacs, et il allait vendre ça dans les pays voisins. Au bout de 6 mois après sa sortie de notre circuit, là, le gars, il gagnait 1 million de francs CFA par mois. 1 million de francs CFA. Chaque fois que j'allais à Boaké, il me montrait son compte en banque. Voilà. Et donc voilà comment, finalement, on a réussi à placer 56 000 ex-combattants dans ces petits métiers. 56 000 ex-combattants dans ces petits métiers. En combien de temps? En 2 ans et demi. Avec des gens qui en plus avaient quelque chose à oublier et donc une histoire particulière. Et donc, moi, fort de ça, je me disais, mais bon, si on s'organisait autour de ça, sans qu'il ait qu'à continuer à faire son chemin. Et puis, je suis parti de Côte d'Ivoire. Et là, j'ai été interpellé par de multiples autoritaires africaines qui m'appelaient tous les mois, j'en avais un ou deux. Et donc, j'ai commencé à tourner. Et c'était vraiment de ça qu'on voulait faire réfléchir. Donc, j'ai mis en œuvre des projets ici ou là. Je me rappelle notamment, par exemple, au Mali, avec Sinsi Koulibaly. 2000 jeunes taxis-motos. 2000 jeunes taxis-motos pour la rue de Bamako, en l'espace de 6 mois. Voilà. Et donc, j'ai mis fort de toute cette expérience, j'ai monté un dossier que j'appelais 10 métiers pour 10 000 jeunes. En me disant, les services civiques, c'est bien, mais c'est des grosses machineries qui mettent en œuvre plusieurs ministères, tous ceux qui semblent pouvoir le faire, qui le fassent très bien. Mais en fait, le problème, il est beaucoup plus grave que ça. C'est les métiers de l'informel qui sont dans la rue, c'est des milliers et des milliers. Enfin, vous avez vu la courbe démographique, vous la connaissez comme moi. Hein. Aujourd'hui, 1,3 milliard, 2030, 1,5 milliard, 2050, 2,5 milliards. C'est ça. Hein. Avec des jeunes qui vont arriver, moyenne d'âge aujourd'hui en Afrique, en 2025, c'est 20 ans. Avec des gens qui n'ont pas, et loin s'en faut, la possibilité de faire des études, etc. Donc ce problème, il est vraiment majeur, vraiment majeur. Et donc j'ai monté ce métier, ce projet de programme de 10 métiers pour 10 000 jeunes, partant à partir de familles d'activités, par exemple restauration. Restauration, autour de l'idée de restauration, vous avez une foultitude de métiers. Vous avez tout ce qui se rapproche à la cuisine, cuisinier, la gestion d'un maquis, serveur, etc. Mais vous avez aussi l'approvisionnement du maquis, en jardin maraîcher, en élevage, etc. Donc vous pouvez mettre en cycle comme ça une foultitude de métiers. Et ça, vous pouvez le faire dans toutes les villes, dans tous les villages. Ensuite, la mobilité. Donc tout ce qui est taxi, tout ce qui est chauffeur de bus, tout ce qui est mais aussi mécanicien, et aussi laveur de bus. En Côte d'Ivoire, pour les ex-combattants, on avait créé une société
versé dedans, pour laver les bus. On avait remarqué que les bus, les 700 bus qui desservent la Côte d'Ivoire ne sont jamais lavés. On a créé une station de lavage avec le service qui allait bien, le service de je ne sais plus comment il s'appelle en Côte d'Ivoire, à Abidjan. La Sotra. Voilà, merci. On a monté une station de lavage des bus. Chaque bus passait une fois par semaine dans le truc. Et bien ça permet de faire venir 50 personnes. Employer 50 personnes. Voilà. Et donc j'arrive à la fin de mon témoignage et donc je vais pouvoir un petit peu poursuivre. Les voyages, je voudrais faire partager maintenant mes idées sur le défi, comment est-ce que rentrer un petit peu dans l'arbre. Mais l'informel, moi, ce que je vais retirer, c'est une affaire de coordination. C'est pas une affaire de moyens. Les moyens, ils existent. Ils existent dans chaque pays. Mais il faut aller les chercher, les trouver et les mettre en synergie. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Et pour ça, vous avez besoin impérativement l'impératif, c'est la volonté et l'appropriation. S'il n'y a pas de volonté, quand je parle de volonté, c'est volonté politique, c'est volonté au plus haut niveau. Parce que je vous assure que si ça, c'est monté au niveau d'un État, au niveau de l'État, c'est problématique au niveau de l'État. Vous avez des résultats qui sont extrêmement intéressants. Ensuite, mesurer les contraintes. N'imaginez pas, si vous savez, mais l'image que véhicule cette affaire d'informel, on en a honte, on n'en parle pas, on méprise, renforcer l'activité de l'informel, trouver les bons outils, j'en ai parlé, restaurer la confiance, et notamment la confiance, on pense tout de suite aux partenaires, bien sûr qu'il faut monter, tant que vous n'avez pas la confiance des partenaires, tant qu'ils ne sont pas sûrs du goût, ils ne viennent pas. Il faut dire qu'ils ne viennent pas surtout sur l'informel, surtout avec des pingouins comme moi qui ne sont pas du tout du métier. Mais quand vous montrez que ça marche, c'est la règle de l'exemple. Et puis la deuxième volet de la confiance, c'est la confiance dans ces jeunes qui très souvent ils échouent parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Et donc il y a un travail à faire pour leur montrer qu'on est avec eux, recenser les acteurs nationaux et internationaux, et puis profiter des atouts, solutions locales, simplicité, souplesse. Principe de mise en œuvre, on peut sensibiliser les bénéficiaires, vous l'avez compris, recenser l'activité, recenser, mettre en confiance les partenaires, établir un document